Bonjour, j'ai le grand plaisir d'avoir pour invité aujourd'hui Hassan Salamé. Hassan Salamé, universitaire, mais également diplomate, qui a un long parcours et qui est à la fois théoricien et un praticien des relations internationales. Hassan, vous avez fait récemment un tweet qui a suscité beaucoup de commentaires en disant, par rapport à la guerre en Ukraine, la guerre lancée par la Russie en Ukraine, le monde occidental est très uni, ce qui n'est pas si fréquent, mais en même temps il est très isolé. Et on n'a pas souvent l'occasion de s'en rendre compte finalement dans le monde occidental. Euh, le- le- L'importance que ce tweet a suscité m'a beaucoup surpris. Et j'ai découvert effectivement que les gens ne regardaient pas la map monde, mais regardaient ce qui se passait principalement en Europe, ce qui est tout à fait normal, mais jusqu'à une certaine limite. Il faut voir ailleurs. Et ailleurs, moi j'ai été très étonné par beaucoup de... Je prendrai deux exemples. En Afrique, il y a la moitié des pays africains qui n'ont pas voté en Assemblée générale avec les Occidentaux. C'était énorme parce qu'il y avait parmi eux les plus grands de ces pays, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, etc. Et des alliés très fidèles, Et des alliés très habituellement, fidèles. des pays occidentaux. Puis je regardais du côté de l'Inde, qui est membre du Quad, qui en principe est en train de contrebalancer la Chine, donc ne prendrait pas une position similaire à la Chine. Même chose, elle s'abstient. Je regarde les pays arabes, la plupart d'entre eux se sont abstenus. Et même une délégation des ministres des Affaires étrangères est allée à Moscou il y a 2 jours voir M. Lavrov. Donc, il y a, il n'y a pas du tout, il y a une espèce de contraste entre une unité européenne et occidentale retrouvée et le reste du monde qui est réticent, qui est pas nécessairement hostile à l'Occident, mais qui est réticent à entrer dans... Alors j'ai essayé de m'expliquer pourquoi après l'impact que ce tweet a eu, et j'ai parlé à des amis africains, indiens, etc. En Afrique, ce qui est le plus important, c'est l'importance que l'Union soviétique a jouée dans la décolonisation et dans la lutte contre l'apartheid. Et beaucoup d'Africains sentent qu'ils trahiraient cette amitié envers Moscou s'ils votaient contre. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils soutiennent l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a une espèce de fidélité. Il y a aussi autre chose. Il y a que leur principal partenaire commercial, c'est la Chine. Et donc, ils ne vont pas nécessairement voter contre la Chine non plus. Mais il y a encore autre chose. Il y a le fait que les expatriés africains ont été plutôt maltraités ou pas assez bien reçus quand ils ont traversé la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Mais il y a aussi le fait que l'homme blanc semble passionné, mesmérisé par cette guerre, alors que beaucoup de ces pays ne sont jamais sortis de l'état de guerre et n'ont pas suscité un intérêt similaire. Donc il y a tout cela. En Inde, c'est plus géostratégique. Peut-être que comment dirais-je, l'arbre des rafales français ne doit pas cacher la forêt. Et la forêt, c'est que l'Inde, aujourd'hui, continue d'avoir 70% de son arsenal militaire fourni par la Russie. Donc, il est normal que l'Inde hésite avant de provoquer les Russes. Donc, il y a toutes sortes d'explications qu'il faut aller chercher, mais j'ai été surpris par la surprise de mes lecteurs. Alors, on est quelques-uns en France à dire depuis quelque temps que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance, mais tout le monde ne semble pas s'en rendre compte. Et est-ce que la surprise suscitée par votre tweet chez certains occidentaux n'est pas qu'il y a encore une confusion chez eux entre communauté occidentale et communauté internationale, et qu'ils se prennent toujours pour le monde alors qu'ils n'en sont qu'une partie? Ça, c'est un très grand sujet. Parce que, d'un côté, il est vrai que le droit international, le concept de communauté internationale, on le doit à Grotius, on le doit à une lente maturation européenne. Que ce soit les historiens du droit international, que ce soit les historiens même un peu psychanalytiques, genre Norbert Elias, que ce soit même les historiens militaires, la naissance de l'État et du droit international est, est certainement marquée géographiquement en Europe.
Donc l'idée même de communauté internationale est une idée occidentale. Les Nations Unies ont été créées à San Francisco par la volonté principalement d'un président américain. Donc la confusion est, j'allais dire, facile à faire. Sauf que le monde a changé. Sauf que ce sont des institutions aujourd'hui qui sont très autonomes, qui sont avec des membres très autonomes. Et c'est sur cela que je voudrais beaucoup insister. Sur le fait que cette guerre d'Ukraine et les réactions que nous voyons montrent combien la fin de la guerre froide a certes libéré l'Occident d'un rival stratégique important qui était l'Union soviétique à l'époque, mais elle a également libéré des États moyens comme l'Iran, la Turquie et d'autres pays encore, ou même tout petits comme le Tchad ou d'autres pays aussi en Afrique qui interviennent militairement. Donc il y a une espèce de fluidité qui a libéré les petits États et les moyens surtout pour intervenir sans demander la permission de personne. Et il est vrai que les Américains leur ont donné le mauvais exemple en allant envahir l'Irak en 2003, sans une résolution du Conseil de sécurité, sans demander l'avis de personne, contre l'avis de certains de leurs alliés, dont à l'époque Schröder et Chirac, sans compter Poutine ou le pape. Ils leur ont donné le mauvais exemple. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup plus de retenue sous Obama, etc. Mais l'exemple était fait que le monde de l'après-guerre froide ne serait pas un ordre constitutionnel mondial, comme certains l'ont espéré, mais un monde de chacun pour soi. Et de chacun pour soi, on l'a vu à l'Assemblée générale des Nations unies aussi. Est-ce que la grande tragédie, c'est pas cette absence de construction de nouvel ordre mondial célébrée aussi bien par George Bush père et l'abandon de Gorbatchev? Est-ce que aux clés de la période 90-91, en refusant d'aider Gorbatchev qui demandait une aide au G7 et en misant, disons, on a tout récupéré, qu'est-ce qu'on peut plus s'attendre de lui? Est-ce que les États-Unis n'ont pas préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre Il y a eu mondial? un moment d'hésitation, je crois. Je suis en train de travailler sur ce moment en particulier. Il y a eu un moment d'hésitation. Lorsque on a eu peur d'un massacre en Roumanie, c'est les Occidentaux qui ont demandé à Gorbatchev d'envoyer des troupes en Roumanie. C'est lui qui a refusé, ce qui a été impensable un an plus tard. Ils ont aidé à la dénucléarisation financièrement, massivement, de l'Ukraine et du Kazakhstan. Ils ont tenté d'envoyer des réformateurs, les aider à mettre en place une économie moderne. Je ne veux pas dire que l'Occident est resté insensible entièrement. Et puis, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été créées. L'OMC a été créé à cette époque-là. Et on a invité la Chine à en être membre. Le traité contre beaucoup de traités, la Cour pénale internationale, etc. Il y a une volonté de construire un ordre mondial plus ou moins constitutionnel. Mais finalement, lorsque John Eikenberry dit dans son bouquin en 2001, After Victory, qu'est-ce qu'on préfère? Un projet qui tire le maximum des dividendes de notre victoire dans la guerre froide ou la construction d'un ordre mondial? La réponse lui a été donnée immédiatement par les néoconservateurs. Non. On va bénéficier au maximum de ce moment magique pour tenter d'interdire à toute puissance qui pense le faire de parvenir ou de se hisser jusqu'à notre rang. Et c'est ça la thèse fondamentale des néoconservateurs. Et pour cela, on va commencer par le Moyen-Orient, parce qu'on a un allié solide qui s'appelle Netanyahou, et parce qu'on n'aime pas tellement des gens. Mais George Bush père n'a pas été jusqu'à Bagdad. Il est resté très fidèle au texte de la résolution des Nations Unies qui disait qu'il fallait En 90. en 90 libérer le Koweït. Bush fils, sans autorisation, est allé jusqu'à Bagdad faire du régime change. Donc, on a eu un moment d'hésitation du temps de George Bush père et de Clinton, qui était très ambigu sur beaucoup de plans, de construction d'un ordre mondial ou de tirer bénéfice de l'avantage stratégique. Mais avec Bush fils, la réponse a été claire. Le 11 septembre a été l'occasion de passer... Je ne pense pas, parce que j'ai découvert, il y a longtemps, mais j'ai découvert de nouvelles preuves maintenant indiscutables que la décision d'attaquer l'Irak est antérieure au 11 septembre. Elle est prise
dès janvier 2001. Janvier 2001. Et lorsque le 11 septembre arrive, je découvre que Cheney et Rumsfeld sont fâchés de devoir aller... ça les détourne de leur objectif. Tout le monde veut qu'ils aillent casser Al-Qaïda et les talibans en Afghanistan, mais Rumsfeld est fâché. Il dit, mais ça nous détourne, on ne peut rien détruire en Afghanistan, et l'Afghanistan ne fait peur à personne. Mais on doit faire... Donc, paradoxalement, le 11 septembre n'est pas l'origine de la guerre d'Irak, mais a retardé la mise en place d'une guerre d'Irak décidée avant le 11 septembre. C'était l'effet d'aubaine pour convaincre... Pour l'opinion publique. Oui. Pour l'opinion publique. Et on a essayé de dire que c'est Saddam qui a fait le 11 septembre, etc., pour tenter de vendre la marchandise. Mais l'histoire dira que la décision d'invasion de l'Irak a été prise dès l'entrée en fonction de George Bush. C'était dans le New Agency, C'était. dans leur projet pour la nouvelle dès 96. Donc, voilà. Mais j'ai la preuve maintenant de réunions de préparation. D'accord. Ah bah. En janvier et février. Alors, revenons à la guerre en Ukraine. Est-ce que on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, mais aussi beaucoup de choses comme, par exemple, pendant des années, on a parlé de la fin des États-nations ou la fin des territoires, la fin des frontières. Toutes ces théories sont quand même un peu remises en cause si jamais elles ont été valides. Ma bibliothèque est pleine de livres qui commencent avec le mot fin. Fin de l'État-nation, fin des territoires, fin de la souveraineté, fin des frontières, et j'en passe. Je crois que cette guerre d'Ukraine doit nous pousser à beaucoup d'humilité, enfin, notre discipline universitaire au moins, les relations internationales. Parce qu'on a annoncé, on a fait beaucoup de notes nécrologiques, j'allais dire précoces. Et maintenant, je m'attends à ce qu'on écrive beaucoup de livres, retour de l'État-nation, retour du territoire, retour. La vérité, c'est que tout ce qui a été annoncé comme fini était resté là. Et il ne va pas retourner, ou il n'est pas retourné. La guerre entre armées régulières a été moins fréquente ces dernières années. Mais il y a eu une guerre solide, interétatique classique entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a fait plus de 30 000 morts. Je veux dire, il y a eu des guerres. On n'était pas loin de la guerre entre le Maroc et l'Algérie. Encore une guerre il y a quelques mois. Donc, je crois que cette guerre nous dit que l'État-nation n'est pas mort. Il y a un État-nation qui s'appelle l'Ukraine qui lutte de toutes ses forces pour exister. Que le territoire n'est pas mort, puisque déjà en 2014, la Crimée, le Donbass, et maintenant on va voir comment cette guerre va se terminer au niveau territorial. Donc la question territoriale n'est pas morte. La question de la souveraineté n'est pas morte, puisque des limites à la souveraineté de l'Ukraine future est quelque chose qui sera très difficile à faire passer, surtout si M. Zelensky insiste à avoir un référendum après l'accord qu'il aura signé avec les Russes. Ça peut remettre en cause cet accord. Donc, il y a beaucoup de choses dont on a annoncé la mort qui n'étaient pas tout à fait mortes. Et il y a beaucoup de choses dont on va bientôt annoncer le retour qui n'étaient jamais parties. Est-ce que on va assister, comme le souhaite et le préconise Biden, à un nouveau clivage entre l'axe des pays autoritaires et la coalition des démocraties? Biden avait déjà ce projet, d'ailleurs, on peut faire le parallèle entre 2001 et le 11 septembre. Biden avait ce projet avant la guerre d'Ukraine, il le ressort avec encore plus de force aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça a une chance de survenir et quels seraient les opportunités ou les dangers d'une telle formule? Est-ce que c'est plausible, possible, et est-ce que c'est risqué ou bienvenu? Bon, je suis un démocrate convaincu et j'ai essayé, là où j'ai été dans ma vie, d'être du côté des démocrates, quand ils existaient. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Démocratie sans démocrates, parce qu'il y a beaucoup de pays où on pense qu'il y a des démocrates, mais où il n'y en a pas tellement. Cela dit, je note beaucoup de choses là. Je note d'abord que la première réunion de la coalition des démocraties a été un échec lamentable pour M. Biden. Parce que ça ne porte pas en ce moment. Et pourquoi ça ne porte pas? Parce qu'il y a eu un moment historique de l'histoire de l'humanité, où pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un nombre de pays plus grand et un nombre de gens plus grand, pour la première fois,
ont vécu sous un régime démocratique que sous un régime autoritaire. Ce moment est arrivé à la fin du XXe siècle, début du XXIe, mais dès 2005-2006, on a commencé à voir une régression de la démocratie partout. Et cette régression a pris 3 formes différentes. La première forme, c'est des coups d'État militaires qui sont revenus en force, notamment en Afrique occidentale, on l'a vu au Mali, au Guinée et ailleurs, mais aussi dans des pays comme la Thaïlande et surtout au Myanmar, où j'ai servi également. On a vu des coups d'État militaires. On a vu deuxièmement quelque chose de nouveau, des pays où le vote démocratique, les pays anciennement démocratiques depuis très longtemps, où la participation à l'acte du vote, l'énergie démocratique, c'était un peu lassée. Et on le voit dans beaucoup de pays, pas seulement dans les élections européennes en France, dans les élections municipales, mais on le voit dans beaucoup de pays. Présidentielles, probablement. Peut-être même dans les présidentielles. Et le plus important, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des moyens de se faire élire presque démocratiquement. Et ensuite, de conduire le gouvernement d'une manière très autoritaire. Et ça, Poutine, Erdogan, Orban, etc., en ont donné l'exemple. C'est une atteinte à la démocratie plus sournoise, parce qu'on utilise le système électoral, mais le système de gouvernance est loin d'être démocratique. Mon problème, c'est que beaucoup de gens constatent cela. Certains s'en plaignent, mais ça ne suffit pas. Il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer pourquoi Orban et le président serbe, le même jour, se sont fait élire avec une telle facilité. Il faut s'expliquer ce genre de choses. On ne peut pas simplement s'en plaindre. Il faut s'expliquer ou se plaindre en disant il suffit de contrôler les médias, ou il y a quelque chose d'autre. Non, parce que sinon, il n'y aurait jamais aucune révolution dans aucun pays. Voilà. S'il suffit de contrôler les médias, il y a plein de régimes qui ont été renversés en contrôlant les médias. Oui. Il faut s'expliquer cela, et les explications sont très différentes d'un pays à l'autre, je crois. Mais un des aspects fondamentaux qui me paraît, à moi, essentiel, c'est que il y a une soif d'autorité chez les gens. Et cette soif d'autorité, ils la veulent de 2 manières. Ils la veulent par rapport à la dérégulation de l'économie qui a créé de nouveaux centres de richesse qui n'ont pas de limites, pas de contraintes, l'économie de marché qui déstabilise ceux qui n'y participent pas directement et n'en tirent pas bénéfice. Donc ils veulent une autorité étatique face à cela, et aussi une autorité face au monde tel qu'il change, parce qu'il est inquiétant. Face au Covid, les gens s'accrochent à leurs États. Même en France. Orban était le candidat de la paix en Hongrie, et donc il a été élu parce que, pour les Hongrois, il protégeait d'une guerre... D'une extension de la guerre ukrainienne vers la Hongrie. Donc il y a, je crois, quelque chose de plus que de contrôler les médias ou de manipuler la justice, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, Orban manipule, a beaucoup de médias à sa botte et manipule la justice, mais ça ne suffit pas pour une victoire aussi éclatante. Même chose en Serbie, même chose en Russie, même chose en Turquie, même chose dans tous ces pays qu'on pointe du doigt. Modi en Inde aussi, il y a autre chose. Il y a autre chose qu'un simple contrôle des médias, qu'il ne contrôle pas d'ailleurs entièrement. Donc je pense que cette idée de Biden d'opposer les démocraties aux autres est une idée qui peut plaire, mais qui est un peu paralysée en ce moment par cette régression démocratique de différentes manières. Cela dit, je pense que ce qui, par contre, sera notoire, c'est une augmentation du budget militaire. Et ça, beaucoup de gens, enfin, de ce côté-là, l'Europe se réveille. Parce qu'elle avait annoncé pour elle-même la fin des guerres. On pourrait dire que l'armée russe n'est pas très performante. Est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter ainsi On avait déjà une course aux armements, en fait, avant la guerre en Ukraine. Je n'ose pas m'exprimer sur cela, pour être très honnête, Pascal. Je n'ose pas. Bon. Je n'ose pas parce que quand une guerre commence, Clausewitz a raison. Il y a énormément de poussière qui l'entoure. Et je ne suis pas un expert militaire,
Et je ne crois pas les experts non militaires qui, contrairement à moi, osent aller s'exprimer sur la situation militaire en Ukraine. J'attends la fin de cette guerre pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment il a cherché à entrer dans Kiev et il n'a pas pu? Ou est-ce qu'il a fait une manœuvre pour glacer une partie de l'armée ukrainienne, la partie la plus performante, alors qu'il voulait en fait attaquer au sud? Tout cela, c'est des questions. C'est pourquoi l'aspect militaire de cette guerre, on le verra après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, pour les adorateurs des retours, il y a un retour de l'OTAN et il y a un retour des budgets militaires importants dans les pays qui ont tardé à le faire. Parce qu'il y avait déjà une course aux armements, il y avait une augmentation des budgets militaires en Chine, en Russie, ailleurs, mais l'Allemagne, par exemple, était très en retard. Et elle va rattraper le... Pour revenir aux sanctions, est-ce que on est frappé par la différence des pays qui ont voté pour condamner l'agression russe et qui n'ont pas voté pour les sanctions? Et donc il y a quand même un grand nombre d'États qui sont contre l'agression russe, mais qui ne sont pas pour sanctionner la Russie. Est-ce que ce n'est pas parce que les sanctions sont liées à une réponse occidentale et que l'Occident s'est toujours servi des sanctions comme une arme contre ce qu'on appelait autrefois les pays du Sud? Vous savez, les sanctions généralement remplacent la guerre. Elles sont pensées pour produire le même effet qu'un déploiement militaire, mais sans le faire. Dans ce cas-là, les sanctions étaient annoncées longtemps avant qu'ils n'entrent en Ukraine. Mais qui était la façon de dire aussi que les Occidentaux n'allaient pas directement participer à la guerre. Donc il y a une logique là tout à fait complémentaire. On ne va pas faire la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie, comme plusieurs chefs d'État occidentaux l'ont répété. Biden le premier, très tôt. Mais on sanctionne la Russie et on aide les Ukrainiens à se défendre. Donc là, il y a une logique tout à fait complémentaire. C'est parce qu'on ne fait pas la guerre, mais qu'on est contre l'invasion, qu'on sanctionne. Mais pour les pays qui ne font pas partie de cette logique-là, qui ne sont pas supposés aller s'opposer militairement à Poutine en Ukraine, ils ne sentent pas qu'ils ont besoin de montrer leur non-adhésion à cette invasion par d'autres moyens qui seraient les sanctions. Ça, c'est une raison essentielle. La deuxième raison essentielle, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a une autonomie de la décision. Il y a des gens qui disent, mais moi j'importe mon blé d'où? Moi je me fournis en armes d'où? Etc. Donc, sur le niveau des principes, je condamne l'invasion, mais aller jusqu'à sanctionner, alors même que mes tanks ou mes chars ou mes MiG viennent de Russie, j'ai peur que demain les Russes ne me fassent le même coup et me sanctionnent à leur tour. Troisièmement, et ça c'est important, il y a des bénéficiaires de la mondialisation. Tout le monde n'a pas payé de la mondialisation. Et il y a des pays bénéficiaires de la mondialisation. La Chine en premier, mais d'autres encore. Les sanctions vont nécessairement freiner le processus de mondialisation. C'est-à-dire le commerce international, la liberté de financement, etc. Ça, c'est une décision qui ne peut pas être prise uniquement avec des objectifs politiques. Lorsque vous êtes Total et que vous avez investi 20 milliards dans le gaz polaire russe. Et pour terminer, Hassan, cet entretien, on parle d'une alliance entre la Chine et la Russie solide comme le roc. Est-ce que vous pensez qu'elle est si solide que ça? Solide comme le roc, non, mais illimité dans le temps. C'est ce que j'avais entendu au moment des Jeux Olympiques. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'opinion russe qui habille le nationalisme russe, quelquefois en termes religieux, orthodoxes, et parfois en termes géopolitiques, l'Eurasie, ira jusqu'à tourner le dos à la vieille Europe. Elle ne le fera pas. L'opinion russe est heureuse de pouvoir jouer les deux. Et puis, il y a autre chose. Il y a
le fait que la Chine peut établir un rapport de force bilatéral avec la Russie, surtout si la Russie ne se sort pas très bien de cette équipée ukrainienne, qui peut blesser les Russes. Parce que vous avez un problème qui est, au niveau théorique, très intéressant. Vous avez les États-Unis, qui sont une puissance qui ne veulent pas que d'autres grandes puissances se hissent à leur rang. Donc ils sont paniqués par cela. D'accord. Mais ils restent la première puissance mondiale. Vous avez une puissance qui a fait un miracle. 300 à 400 millions de personnes qui sont sorties au-dessous du seuil de pauvreté et qui est dans la tradition de transformer son émergence économique en puissance militaire, avec des possibilités de projection, notamment avec la construction des sous-marins et surtout des porte-avions, la Chine. Et vous avez une Russie qui veut défendre son rang et qui, selon la thèse néoréaliste, aurait dû la défendre en 90, aurait dû agir. Mais ni Gorbatchev, ni Yeltsin d'ailleurs, n'ont réagi mal à la dégradation de leur rang. On a l'impression que la Russie applique la théorie néoréaliste de Walzer et d'autres maintenant, avec 30 ans de retard, et dit « hé hé ». Je me souviens, j'étais aux États-Unis au moment où Obama a été élu. Et sa première rencontre importante, ça a été avec la direction chinoise en Californie. Les Russes étaient aux Nations Unies, j'étais aux Nations Unies à l'époque, les Russes étaient hors d'eux-mêmes que les États-Unis considèrent que le premier interlocuteur pour eux était la Chine. Et lorsque, récemment, à l'élection de Biden, il a eu des mots un peu durs pour Poutine, etc., et que Poutine a insisté à ce qu'il y ait un tête-à-tête où on rétablit une forme de bipolarité, même factice, dans une vieille bâtisse genevoise, tout cela montre que la Russie recherche à nouveau son rang et acceptera difficilement d'être le junior partner d'une Chine qui serait redevenue ou qui aurait pris sa place comme l'autre pôle d'un système bipolaire. Merci Hassan Salamé pour ce passionnant entretien et on attend avec impatience votre livre sur le système international. Merci Hassan. Merci.